Et maintenant, nous allons remettre surtout les trophées de la catégorie Major Achievers. Donc, pour cela, je vais d'abord appeler pour une introduction, pour qu'on nous explique un petit peu qui sont ces entreprises, quelles sont en tout cas les entreprises qui font partie de cette catégorie. Jean-Marc Lehu, qui est maître de conférence à Paris 1. Alors, je pense que vous voulez partager quelques... Bien, bonjour à tous. Logiquement, quand on commence une locution comme celle-ci, on commence par remercier ceux qui vous l'ont confiée, à savoir Pierre et Armand. Ça ne va pas être mon cas, pour une bonne et simple raison que confier à un profane ce type d'introduction, quand on sait qu'on va s'adresser à des experts et des professionnels, on est sûr de paraître ridicule. Donc il est hors de question que je les remercie pour ça. Donc je ne vais pas vous parler des Major Achievers, bien évidemment, je vais parler de ce que ne sont pas les Major Achievers. Quand on a une catégorie Young Performers, ça me semble tout à fait logique quand on est dans le domaine des nouvelles technologies. Pourtant, quand je réfléchis un petit peu, ça me rappelle le début des années 90. J'ai l'âge, pas tous dans la salle, mais imaginez un petit peu. En plein cœur du canton helvétique, lorsque Robert Caillot et Tim Berners-Lee inventent l'Internet moderne, ce qui va s'appeler le World Wide Web, et là on s'aperçoit qu'il y a quantité de Young Performers qui vont saisir l'opportunité, qui vont déposer des noms de domaine et qui vont créer véritablement ce qu'est le World Wide Web aujourd'hui. Et puis il y a des Major Achievers qui ne vont pas du tout voir le train arriver, qui ne vont même pas penser à déposer leur propre nom, jusqu'à s'enferrer parfois dans des dramatiques procès pour racheter leur propre nom de domaine. Et là, on se dit, l'histoire nous crée une certaine forme d'enseignement sur ce qu'il aurait fallu faire. Et donc, on fait un bond de 10 ans dans le futur. On est au début des années 2000, et les réseaux sociaux commencent à bourgeonner. En 2004, on voit apparaître Facebook, et puis on va avoir ensuite apparaître en 2005 YouTube, et puis en 2006, Twitter. Et donc, on commence à comprendre qu'effectivement, il se passe quelque chose. Et bien, bis repetitas. Hein. Les Young Performers sautent dans le train, et puis les Major Achievers loupent ce train et commenceront véritablement à la fin des années 2000 à se mettre à ces réseaux sociaux. Alors, l'entreprise que je vais simplement évoquer, elle n'est pas citée au titre de ces trophées, parce que d'un point de vue de la recherche scientifique qui est en amont, elle ne peut pas concourir, ces marques le pourraient, mais elle ne le peut pas. C'est le groupe Unilever. Alors pourquoi Unilever? Parce que j'ai eu la chance au siècle passé de commencer ma carrière de conseiller en stratégie de marque avec cette entreprise. Et parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est l'illustration de ce que j'ai la faiblesse d'appeler la grande transition. Pas le changement de paradigme brutal que voudraient nous vendre de manière anxiogène certains médias, non, une grande transition de la société. Certains d'entre vous connaissent Unilever, ne serait-ce que par ses marques, qu'il s'agisse des glaces Miko ou de Ben & Jerry's, qu'il s'agisse de Rexona, Domo, Skip, Sif, que sais-je. Mais en fait, on connaît peu le groupe Unilever. Et pourtant, à la tête de ce groupe, il y a depuis quelques années un homme qui s'appelle Paul Polman et qui est, je crois, l'illustration de ces Major Achievers. Dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de bannir la tyrannie absolue du reporting trimestriel. Je ne connais pas une entreprise du CAC 40 qui le fait aujourd'hui. La première chose qu'il a décidé ensuite, ça a été de dire on va viser le moyen-long terme. Et là, vous vous dites, il va sauter. Ses actionnaires ne vont pas le suivre. Troisième chose qu'il a envisagée, c'est de dire qu'on va prendre des risques. Prendre des risques, pourquoi? Parce que puisque nous sommes déjà établis, Unilever, c'est William S. Ketlever, c'est 1886, la savonnerie en plein cœur de la Grande-Bretagne qui fusionne avec les margarines unies en 1930 pour donner le groupe Unilever qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, comprenant parfaitement ce qu'est un réseau social, eh bien, il va investir le groupe sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous retrouvez aujourd'hui Unilever et l'ensemble de ses marques sur les 3 grands réseaux sociaux au sens occidental du terme. Il y a d'autres réseaux sociaux sur d'autres coins de la planète. Et pour moi, c'est l'exemple même de cette grande transition. Pourquoi? Parce qu'en définitive, à quoi servent ces réseaux sociaux? Ceux qui ne sont pas Major Achievers les considèrent comme des vecteurs de communication supplémentaires.
Autrement dit, des médias sur lesquels on va diffuser notre propre histoire. Et puis d'autres, comme Unilever, ont compris qu'en définitive, il ne s'agissait pas de transmettre, il ne s'agissait pas de raconter une histoire, de faire du pseudo-storytelling, pour utiliser le buzzword. Non, non, l'objectif des réseaux sociaux pour ces Major Achievers, c'est de recréer de l'histoire. Quand on s'appelle Unilever, chaque jour, on a 2 milliards de consommateurs sur la planète qui consomment votre produit. Alors, vous allez dire, oui, mais pour quel résultat ? 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un cash flow disponible de 4,3 milliards et un taux de croissance à 2 chiffres dans ce que nombre de ses concurrents appellent la crise. Considérez que les réseaux sociaux, pour ces Major Achievers, c'est la création de l'histoire, c'est intégrer l'idée qu'en fait cette histoire ne va pas être racontée, elle va être créée au fur et à mesure par le partage avec ces 2 milliards de consommateurs. Alors, libre à vous de considérer qu'effectivement on est encore dans un processus de narration pure et dure, ou alors de comprendre que cette histoire, c'est tout autre chose. Cette histoire, c'est véritablement ce qu'il reste à inventer. Et c'est la raison pour laquelle je vous quitterai avec une citation de Victor Hugo qui s'interroge sur ce qu'est l'histoire. Est-ce que l'histoire, c'est l'écho du passé dans le futur, ou est-ce que c'est le reflet du futur dans le passé? Merci. Merci, merci beaucoup. Je crois que j'introduis la première... Pendant qu'il y avait les applaudissements, je vous annonce quand même une belle nouvelle, puisque le premier tweet que j'ai vu, c'était Clémence Lefebvre, mais après, il y en a d'autres qui nous ont annoncé que nous étions en trend topic, ce qui veut dire que le mot-clé, notre mot dièse, est aujourd'hui numéro 1 sur Twitter, France. Donc la discussion la plus longue. Alors, découvrons maintenant les nominés pour la stratégie de marque sur YouTube. Les 3 nominés sont Air France, Universal Music et 3Suisse.fr. On n'a pas la musique de suspense là et d'attente. Hein, on va l'imaginer. Bon, ça c'est rapide de toute façon. Je pense que les 3 Major Achievers méritent bien évidemment un prix, mais ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est cette entreprise qui a été nommée. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, on appelle ça du teasing. Hein. Je garde le nom, vous ne le savez pas, moi je le sais. Et la raison est simple, c'est que par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur Unilever, je crois qu'on est vraiment dans un très très beau pied de nez à l'histoire, parce que c'est ni plus ni moins que la reconquête d'un public. On les a dit morts il y a 10 ans parce qu'inévitablement jamais ils ne survivraient à ces nouveaux médias numériques. Et force est de constater qu'en définitive, on n'est jamais totalement mort. J'appelle Universal Music. Et nous accueillons Jean-Félix Choukroun, qui est directeur stratégie marketing digital d'Universal Music. Bienvenue. Merci. Alors, vous voulez découvrir les tweets qui n'engagent que moi? Comme ça, vous pourrez voir si... mais je crois qu'on vous attend... Je ne contrôle pas le tweet de Pascal Nègre, donc si c'est la référence... Non, vous pouvez d'abord prendre votre trophée, et puis... pour la photo, effectivement, de souvenir. Et moi, pendant ce temps-là, je vais un peu commenter, et je parle des tweets qui n'engagent que moi. J'ai un petit peu regardé ce que vous faisiez. Alors, ce que je comprends, c'est que sur votre chaîne YouTube, nous entrons au cœur des labels. Et que ce que vous aviez envie de faire, c'est... D'ailleurs, je tiens à souligner, sans parler de vos concurrents, mais on sait ô combien c'est assez difficile de à la fois défendre les droits d'auteur et en même temps mettre du contenu. Voilà. Donc, votre métier est assez complexe, ça soulève beaucoup de questions. Et dans votre secteur, vous n'êtes pas nombreux à faire ce que vous faites, à proposer des listes, des playlists thématiques, justement d'essayer de construire une relation de proximité.
Exactement. Bon, pour la faire assez courte, c'est vrai que le digital pour Universal Music, c'est bien sûr une source de promotion, mais c'est aussi une source de revenus, puisque 30% de nos revenus proviennent maintenant du digital, de la musique dématérialisée. Et le streaming, YouTube, c'est un des plus beaux exemples, c'est une des grosses sources de revenus désormais de notre industrie. Donc on l'utilise un peu de deux façons. La première, c'est en effet, on essaie d'avoir un maximum d'abonnés, un maximum de vues sur nos clips pour promouvoir nos artistes. Donc il y a le fameux exemple de Psy, que vous connaissez sûrement, cet artiste coréen qui a fait plus d'1 milliard de vues et qui est, je crois, jusqu'à présent le seul d'ailleurs. Et puis c'est aussi un moyen de promouvoir nos artistes beaucoup moins connus, qui sont des artistes en développement. Et en effet, on crée des chaînes, on crée des petits teasers aussi souvent. La chaîne ce qu'on appelle notamment, Off TV notamment, qui est très connu. Oui. Qui sont souvent des petits behind the scenes, des choses qui intéressent beaucoup les gens qui s'intéressent à la musique, qui sont les coulisses du métier. Voilà. Et dans votre département marketing digital, vous êtes combien à peu près? Alors, c'est énormément de gens qui travaillent désormais sur le digital. Je dirais qu'il y a une vraie transformation de l'entreprise. Dans chaque label, puisqu'on est organisé par label, il y a 7 labels chez Universal Music en France et il y en a une quarantaine dans le monde. Il y a des gens qui s'occupent de digital. Il y a des gens qui s'occupent de marketing digital, de commercial digital, de promotion digital. Et il y a, pour ce qui est de YouTube, de Facebook et de Twitter, il y a énormément de community managers qui travaillent sur le sujet et qui font un travail d'ailleurs auquel je tiens à rendre hommage et merci pour ce trophée. Alors, vous avez l'habitude de recevoir des trophées, je dirais à travers en tout cas vos artistes, et là au moins c'est pour votre département. Une fois, c'est pour les gens qui travaillent derrière et qui en effet font un travail très très dur et c'est beaucoup de temps en fait passé pour animer des communautés. Eh bien bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.